Donc, en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Donc, le moment tant attendu est arrivé au cours des dernières semaines. La LPHF qui a commencé ses activités, mais encore plus, à Montréal, on a eu enfin le match d'ouverture local du côté de l'équipe montréalaise. Oui, un grand moment pour évidemment toutes les joueuses de hockey, tous les gens impliqués autant dans la ligue que dans les équipes là, individuellement, certaines étant là depuis plusieurs années, même avant évidemment que la ligue soit mise en place. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires, beaucoup d'enthousiasme, d'anticipation. Donc, tout le monde avait hâte que ça arrive. Là. Des fois, quand on arrive proche de quelque chose, on a presque l'impression des fois que ça s'éloigne. Tu sais, tu dis c'est quand que ça va arriver. Oui, beaucoup de plaisir. Puis une ambiance super là, à l'auditorium de Verdun samedi, malgré là, la fin un peu décevante pour les gens et pour l'équipe de Montréal, évidemment. Mais une super après-midi. Là, puis de façon générale, les gens semblent très, très contents là, de ce premier match-là à domicile. Oui, puis c'est encore plus crève-cœur qu'on se disait qui d'autre fait compter un but en prolongation que Marie-Philippe Poulin pour le premier match local et finalement le but qui est renversé et on perd par la suite. C'est quand même Ouais. dommage, mais quand on regarde au final l'équipe montréalaise qui quand même se porte bien jusqu'à maintenant, peut-être des petits ajustements encore à faire, puis c'est normal, on commence là, de ce côté-là. Oui, absolument. Je pense que l'important, elles sont dans tous les matchs. Il n'y a pas eu, on a vu, exemple, Ottawa-Toronto, Ottawa gagner 5-1 à Toronto en plus. C'est sûr que c'est des écarts un peu plus grands. C'est sûr que Montréal perd en prolongation. Ça a été un match en plusieurs temps. C'est sûr que la première période de Montréal a probablement été une de leurs moins bonnes de la saison. En même temps, beaucoup d'émotions, l'accueil des partisans, l'ambiance. L'hymne national de Lulu, c'était vraiment. J'ai rencontré des gens après, des gens qui, soit qui travaillent là-bas, donc ils ne sont pas nécessairement touchés comme tel par le hockey féminin. Ce pas des gens impliqués, exemple, dans le hockey féminin qui sont là depuis très longtemps, puis j'ai eu des frissons. Donc, on peut juste imaginer les joueuses au centre de la glace avec la lumière, avec tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y avait une grande fébrilité. Donc, on a vu que c'est quand même très brouillon pour Montréal en première période. Puis après ça, tranquillement, ils ont repris le rythme. Mais c'est quand même une défaite en prolongation. C'est quand même un point encore qu'on va chercher. On le voit ici, là, il y a un petit peu de tout. Donc, une victoire en prolongation, une défaite en prolongation. Puis c'est important de faire la distinction parce qu'on en a parlé. Les victoires à la régulière, c'est 3 points, et une victoire en prolongation ou en tir de barrage, c'est 2 points. Puis quand on a une défaite en prolongation, on va quand même récolter 1 point. Donc c'est quand même des points là, qui sont importants à aller chercher. Évidemment, c'est le début de la saison. Là, il y a Ottawa et Boston qui ont peu joué encore. C'est serré. Minnesota qui se dégage une petite affaire, mais on voit aussi au niveau des plus et des moins, là, il y a vraiment Toronto qui se détache, on va dire, pas du bon sens. On est à -9. Puis on a un Minnesota là, qui est à +9. Donc, on veut vraiment aller chercher cet aspect-là. Il y a une parité qui est déjà là, mais évidemment, il y a des gens qui risquent un petit peu de se détacher. Puis la saison est très courte. 24 matchs, on peut pas. Il n'y a personne vraiment qui peut se permettre de prendre beaucoup de retard. Montréal est quand même bien placé. Ils jouent pour 500, 4 matchs. Ils ont quand même eu 3 matchs à l'extérieur. Et là, ils vont en jouer 3 de suite à la maison. Donc, c'est sûr que c'est des moments tournants quand même. Là. Mmh. Et oui, justement, le prochain match de l'équipe, c'est à la Place Belle, donc on attend quand même une très, très bonne foule de ce côté-là. Puis tu en parlais tantôt, il y a des foules records, tu sais, au Minnesota, je pense que c'est au-dessus de 13 000 spectateurs Ouais. qu'on a eu également. Donc c'est encourageant aussi de voir que les gens se déplacent et veulent voir du hockey féminin aussi. Oui, ben c'est nouveau. Il y a Mmh. un engouement, ce qui est super. Puis les gens doivent découvrir le produit. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui aimeront pas, un peu comme, un peu comme dans tout. Mais je trouve ça le fun que les gens aient envie de venir voir, aient envie de découvrir. Euh, et euh, euh, puis oui, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. C'est sûr, c'est nouveau. Mais l'efficacité globale semble être là. Les gens travaillent extrêmement fort pour faire arriver ça. Là. On le sait, là, ça a été bâti en un temps record. Donc, évidemment, il y a plein d'ajustements. Puis en même temps, les ligues professionnelles qui existent depuis des décennies ont encore constamment des ajustements.
Donc, il faut avoir aussi cette humilité-là et cette compréhension-là de la part des spectateurs, des gens qui sont impliqués. Mais vraiment, ce qu'on va vouloir voir, c'est est-ce que ça va se maintenir, est-ce que ça va perdurer. Mais en même temps, je pense que le travail est bien fait, l'image est bien projetée, les joueurs sont super enthousiastes. Donc, c'est certain là, qu'on espère que les gens vont continuer. Bon, je pense pas que Minnesota s'attend des foules de 13 000 à chaque match. Faut être réaliste. Mais en même temps, si ça pique la curiosité de quelqu'un, puis il se dit, ben, je vais aller l'essayer avec ses enfants, puis là, il aime ça, au prix des billets, puis au nombre de matchs, c'est absolument quelque chose qui est accessible pour la majorité des gens. Là. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est on le voyait particulièrement, je l'ai remarqué durant le match au Minnesota, quand on envoyait des images de la foule, on voyait beaucoup de jeunes filles, peut-être entre 10 et 15 ans. C'est Ouais. des jeunes filles qui pourraient de plus en plus et très rapidement s'intéresser au sport et peut-être le commencer si ce n'est pas déjà fait de leur côté aussi. Là. Ben absolument. On connaît le dicton, mais le dicton vient de vraies recherches. C'est qu'il faut le voir pour penser qu'on peut l'être. Donc, un peu voir pour le croire, ben c'est un peu ça et c'est prouvé. Là, les recherches au niveau du marketing et du développement l'expliquent. Bon, en anglais, on dit you have to see it to be it. Donc, c'est ça qu'on doit aller chercher, dans le sens qu'il y a une jeune fille de 10 ans qui n'a jamais vu une joueuse jouer au hockey dans un amphithéâtre de gars. Ben à ce moment-là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas avoir le rêve de devenir une athlète professionnelle, une joueuse de hockey professionnelle. Il y a du tennis féminin, beaucoup à la télévision, du golf féminin. Maintenant, on voit de plus en plus du basketball féminin avec la WNBA, on voit la NWSL au niveau du soccer. Il va y en avoir une ligue au Canada dans les... j'ai envie de dire, je crois que c'est 2025-2026. Donc c'est ça aussi qui donne le droit de rêver à beaucoup de jeunes filles, puis de dire, ben moi, je suis une passionnée de sport, puis j'aime mon sport, puis ben peut-être que j'aimerais ça le faire pendant quelques années comme mon métier. Puis on le sait, le métier d'athlète dure pas... bon, il y a Tom Brady puis des Drew Brees qui sont des exceptions, un Jaromir Jagr, mais de façon générale, ça dure pas si longtemps que ça. Sinon, également, on voulait parler du championnat mondial des moins de 18 ans en Suisse. Toute une surprise, le Canada qui n'atteint pas la finale et qui s'incline en demi-finale contre la Tchéquie. Oui, donc oui, un match surprise. Là, le Canada avait quand même vaincu la Tchéquie 10-1. Je crois, de mémoire, 10, oui, je crois que c'était 10-1 au niveau du premier match, au niveau du tour préliminaire. Mais la Tchéquie avait joué quand même un bon match. Le match avait un petit peu déboulé, disons, vers la fin de la deuxième, ce qui est souvent le cas. Mais jusqu'à la milieu de la deuxième, la Tchéquie avait fait un super bon travail, avait même marqué. Donc, et là, dans un match sans lendemain, manque de finition, un excellent travail de la gardienne tchèque, évidemment. Donc oui, donc pour 2 années de suite, on a eu au moins 18 une finale qui n'était pas Canada-États-Unis, parce que l'année passée, c'est les États-Unis qui s'étaient inclinés en demi-finale contre les Suédoises. Bon, le Canada avait, en bon québécois, ramassé la Suède en finale. Je pense que c'était 10-0, quelque chose comme ça. Mais cette année, même la finale, Tchéquie-États-Unis a été une bonne finale. C'était 2-1 après 2 périodes. Puis là, ensuite, bon, les États-Unis ont marqué 3-1, 4-1, puis un but dans un filet désert. Mais en même temps, ça a été un bon match. Il y a eu des chances de marquer des deux côtés. Les États-Unis, évidemment, le supérieur, mais quand même, c'est le fun de voir ça. Donc, 2 années de suite, c'est quand même sur un match, des équipes qui travaillent fort, on peut toujours y arriver. Et le Canada qui a quand même terminé avec le bronze malgré tout, pour si on veut pallier à la défaite de la demi-finale. Oui, exact. Une victoire de 8-1 sans appel là, contre la Finlande. Donc, au moins, on a 2 Québécoises, Sienna D'Alessandro qui a eu un super tournoi, 7 buts, une passe, donc 8 points, un beau différentiel de, je crois que c'est plus 5 ou plus 6. Rosalie Breton qui était défenseur également. Puis j'ai dit 2, mais c'est 3, mes excuses. Marie-Lou Grenier là, au niveau des filets, qui était la 3e gardienne, mais il a quand même été habillée. Elle était la gardienne là, la seconde gardienne pour le match de la finale de la médaille de bronze. Fait que quand même un beau geste. On s'attend évidemment, même Marie-Lou étant plus jeune que les 2 autres gardiennes, on s'attend potentiellement à la voir là, dans un des 2 rôles principaux l'an prochain. Pour terminer, on voulait parler des niveaux universitaires collégiales qui, eux, reprennent l'action après la pause des fêtes là aussi. Oui, le
le dernier stretch, si on me Mhm. permet l'expression. Donc, autant au niveau collégial qu'au niveau universitaire, bon, c'est sûr qu'on sait déjà qui va finir premier au niveau du hockey universitaire. Là. Concordia est 16 victoires, 0 défaite. Là, donc, on s'entend que à moins d'un revirement important, ils vont terminer premier. Donc, on voit là, au niveau des écarts, on voit que ça va vraiment pour la deuxième position et l'avantage de la glace. On voit Bishop et l'Université de Montréal là, qui sont à 20 points. Bishop est devant parce qu'elles ont une victoire de plus pour l'instant. Donc, c'est vraiment, ça c'est important évidemment pour l'avantage de la glace. Puis on voit les trois dernières équipes, Ottawa, Carleton et McGill, qui sont à 11, 11 et 9. Et là, ben, la quatrième place est à prendre. Donc, ça va vraiment, pour l'instant, ça semble être vraiment une bataille à trois pour cette quatrième place-là, donc la dernière place qui accède aux séries, puis avoir une bataille à qui va avoir l'avantage de la glace et jouer, évidemment, bon, contre l'adversaire qui est le moins fort. Ben à vrai dire, non, ils vont jouer l'un contre l'autre, mais qui va avoir l'avantage de la glace a quand même une importance, un petit peu moins de voyagement en autobus et tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se dessine au niveau universitaire. Et sinon, bon, pour le niveau collégial, on a évidemment, comme on l'a souvent répété, notre trio de Ouais. tête, là, donc ça se poursuit pour le niveau collégial. Oui, Limoilou qui a pris un petit ascendant, on le voit au niveau des victoires. Donc, au niveau également de son différentiel, là, vraiment une petite allée cette année qu'il n'y avait pas peut-être les deux dernières années. C'était encore beaucoup plus serré avec Champlain et John Abbott. On sait quand même au niveau de Champlain et Lennoxville, là, ont perdu leur entraîneur-chef et ont perdu leur meilleure joueuse. Donc, c'est sûr Gabriel Santerre là, qui casse beaucoup de choses au niveau, qui fait une super bonne saison recrue au niveau universitaire québécois avec Bishop. Donc, c'est sûr que c'est deux gros morceaux à perdre, là, particulièrement ta meilleure joueuse qui jouait, et les entraîneurs collégiales le savent très bien, à peu près aux 2 tours sur un match complet. Donc c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de temps de glace de perdu et de points de perdu pour Champlain-Lennox. Donc, et bon, là, c'est sûr qu'au niveau du, la fin du classement, c'est sûr qu'on a des équipes qui sont déjà assurément éliminées. Donc, ça va être vraiment là, la course en haut, à savoir entre John Abbott et Limoilou. Est-ce que Limoilou va garder son écart ou John Abbott va se rapprocher? D'Alessandro va revenir pour John Abbott. Donc, assurément que ça peut. Ben, Breton aussi va revenir pour Limoilou, mais c'est sûr que d'Alessandro, au niveau offensif, là, quand même un impact, un grand impact sur John Abbott. Et on l'a vu l'an passé, justement, même en séries éliminatoires par la suite, c'était des affrontements très intéressants. Donc, ça sera à suivre aussi pour la Oui, suite de la saison. Un gros oui, merci, absolument. Steph, et on se reparle la semaine prochaine. Super, bye bye.